Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Yanis. Oui. Déjà, bonjour. Bonjour. Je te connais très bien, tu es un bon ami à moi Depuis quelques années. et je suis très heureux de faire ça avec toi aujourd'hui. On va démarrer par ton parcours, Yanis, parce que tu as eu un parcours un peu extraordinaire. Tu es parti en Amérique, tu as bossé en Amérique. Raconte-nous un petit peu qui tu es, ce que tu as fait et jusqu'à aujourd'hui. Sois synthétique, mais raconte-nous ton expérience. J'ai fait une maîtrise en droit immobilier. Ensuite, j'ai travaillé pour une filiale de Bouygues. Elle construisait des projets immobiliers à l'étranger, en Afrique de l'Ouest notamment. J'ai ensuite quitté cette boîte pour aller me lancer aux États-Unis dans l'immobilier. J'ai passé un diplôme pour entrer dans l'immobilier, pour avoir l'équivalence de ma maîtrise. Et j'ai commencé l'immobilier à New York pendant quelques années. Ensuite, je suis parti dans le Colorado où j'ai fait autre chose. J'ai ouvert un restaurant et je suis rentré en France et j'ai travaillé à Montpellier dans l'immobilier. Ok, alors là, tu nous as donné plein d'informations. Je pense que la communauté aimerait bien savoir déjà comment c'est de travailler à New York dans l'immobilier. C'est à la fois compliqué et extraordinaire. Bah vas-y, raconte-nous, on est là pour ça. Compliqué dans la mesure où il faut avoir un relationnel. Et il faut connaître beaucoup de monde. C'est ces personnes-là qui nous permettent d'avoir des mandats et de pouvoir vendre. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des agents immobiliers qui travaillent qu'avec des acheteurs et des agents immobiliers qui ne travaillent qu'avec des vendeurs. Et il m'est arrivé de vendre un appartement à quelqu'un qui habitait Chicago, qui a donc acheté un appartement à Manhattan, et l'agent immobilier de Chicago m'a envoyé la personne, elle a acheté et on a partagé la commission. Et tu peux nous dire à peu près combien c'était maintenant en euros si tu devais le convertir en euros? Une commission en Amérique, c'est combien sur un appartement? Parce que c'est dans une tour, ça doit être un joli appart. C'est dans une tour, c'est un joli appart, il y a un portier en bas, il y a un concierge dans l'immeuble, il y a une salle de sport. C'est une tour qui a Trump. C'est la Trump Tower? Une des Trump Towers. En fait, elle portait le nom de Trump. Lui n'était pas propriétaire, il prêtait juste le nom. C'était 3 pièces à 3,5 millions. La commission là-dessus, une fois partagée, c'était 4 fois 21 000 $. D'accord, bon, c'est pas mal. Est-ce que tu regardes Netflix? Très peu. Bon, en ce moment, il y a une série documentaire qui est sortie qui s'appelle Ryan Serrant. Ryan Serrant, c'est un grand agent immobilier à New York, spécialisé à New York. Si tu peux si tu peux regarder un épisode un jour et nous faire un retour, même dans les commentaires du podcast, ça serait sympa pour nous dire si c'est vrai ou si c'est un peu du pipeau ce qu'il nous montre. Mais en tout cas, ça ressemble grandement à ce que tu viens de dire. Si jamais il y avait des jeunes qui voudraient démarrer dans l'immobilier et notamment partir à New York, à part le fait d'être bilingue ou du moins anglophone, tu conseillerais de le faire ou pas? Oui, oui. Sans hésiter, parce que c'est très dur. C'est très dur, mais c'est super excitant. Parce que, alors, il y a des leçons à prendre, il y a des cours à prendre, il faut passer un diplôme. Et il faut, pendant 2 ans, être négociateur avant de pouvoir, après, passer l'examen qui permet d'être agent immobilier à son compte. Ok. Voilà. Et il y a des examens, il y a des cours un petit peu comme ici où on doit faire 42 heures sur 3 ans. Là-bas, c'est 1 semaine par an. Ça va. Et la carte est renouvelée tous les 2 ans, au lieu de 3 ans ici. Ok, bon, c'est bien à savoir. C'est pas mal. Et niveau combien ça coûte cher? Alors moi, quand je l'ai fait en 1998, ça coûtait à peu près 500 $. D'accord. Bon, aujourd'hui, avec les évolutions. Avec l'évolution, ouais, ça doit être autour de 1000, 1200. Bon, bah, si des jeunes veulent se lancer, je laisserai une adresse email si tu es d'accord et tu pourras leur donner quelques conseils. Ouais. Ok? Super.
Bon, donc tu as fait New York, tu as fait le Colorado, puis tu es arrivé ici. On va pas dire exactement où on est. On va quand même préserver un peu l'intimité, mais ça, si tu veux qu'on diffuse ensuite l'adresse de l'agence. Comme ça, si jamais il y a des gens vraiment intéressés pour acheter, ils viendront, mais on fera du cas par cas. Mais dis-nous sérieusement, Yanis, alors comment tu as fait pour passer de New York, Colorado, puis ici, ouvrir ta boîte, ouvrir ton agence, avoir des négos? Enfin, c'est quoi le gars? Parce que quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut faire ça? Ou toi-même, avec le recul, qu'est-ce que tu te conseillerais à toi-même pour le faire? Alors déjà, il faut jamais hésiter. C'est déjà un... Quand on a envie, il faut le faire. Ok. On peut se planter, mais au moins on ne regrette pas. Moi, le jour où j'ai décidé de me lancer, c'était mon ancien patron qui partait à la retraite qui m'a proposé d'acheter. J'ai dit oui de suite. On n'est pas tombé d'accord sur le prix, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et du coup, je me suis lancé sans hésiter. Et si c'était à refaire, je le referais. Ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que travailler pour une agence, ça représente un certain travail. Travailler pour soi, ça représente le double. Eh oui. Non seulement il faut montrer la voie à ceux avec qui on travaille, mais en plus il faut aussi faire l'administratif, il faut veiller aux erreurs qui peuvent être commises, etc. C'est énormément de travail, mais c'est sympa. Ok, donc tu conseillerais à n'importe qui a envie de le faire. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner le nombre de négos que tu avais au max sur ton agence? Le maximum que j'ai eu indépendant, c'est 6. 6, donc c'est déjà une belle équipe, 6 personnes. Ouais. 6 personnes à gérer tous les jours. Tous les jours. Donc tu gères beaucoup d'humains, je suppose. Comment ça se passe de gérer de l'humain? C'est facile, c'est compliqué? Ça dépend des caractères. Ça dépend des caractères. Est-ce que tu as des... Il faut s'adapter. Il faut s'adapter au caractère de chacun. Ça peut être compliqué parfois. Au début, tu as eu du mal ou pas? Oui, j'ai encore du mal. Wow. Aujourd'hui, ça va bien pour toi, donc c'est cool. Dis-nous un peu plus sur ton agence. Quel type de biens tu vends? Est-ce que tu fais de la location? Est-ce que tu fais de la vente? Est-ce que tu fais de la gestion loc? Est-ce que tu fais du syndic? Alors, je fais essentiellement de la vente, de la location. J'ai à peu près 50 biens en gestion locative. J'ai rentré en nourrice 2 résidences en syndic et je compte développer ça à terme. Je vais d'abord, dans un premier temps, asseoir la transaction et la gestion locative. Ok, d'accord. Juste une petite question, on ne l'a pas évoqué, mais ça coûte combien d'ouvrir une agence et c'est quoi les démarches à faire? Ouvrir une agence physique, ça dépend du local, mais il faut compter, il faut avoir bien 30 000 euros. Il faut bien avoir 30 000 euros d'avance, histoire de voir venir et d'assurer les dépenses pendant les 5-6 premiers mois. Donc, d'après toi, ça commence à générer de l'argent au bout de 5-6 premiers mois, une agence? Avec du travail, encore une fois. Oui, c'est important de le dire aux gens Le qui 5 mois. Quel que soit le... En fait, quand on commence dans l'immobilier, il faut toujours compter à peu près 5-6 mois avant de toucher ses premières commissions. Faire un mandat, une première vente dans la semaine où on ouvre, il faut vraiment être chanceux. Oui, bon, après toi, je sais, puisque j'ai suivi ton évolution, je sais que tu as beaucoup travaillé, je sais que ton agence, elle a démarré rapidement les premiers temps aussi, mais c'est aussi parce que tu avais un fort relationnel que tu avais acquis auparavant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est dur de rentrer du mandat? Aujourd'hui, c'est plus facile de rentrer du mandat qu'il y a 2 ans. Okay. Il y a 2 ans, les biens se vendaient assez facilement, les gens n'avaient pas besoin de nous. Ils vendaient souvent des bouche à oreille facilement. Aujourd'hui, avec le marché, les taux d'intérêt tels qu'ils sont, c'est plus facile de rentrer du mandat parce que c'est plus difficile de vendre. Quand les gens essayent de vendre par eux-mêmes, ils vont souvent tomber sur un gars qui n'a pas le crédit. Au bout de 45 jours, au bout de 2 mois, ils vont se dire « mais la vente est loupée, il faut recommencer, etc. etc. » Ça déçoit beaucoup de monde. Ensuite, il est plus facile de rentrer du mandat parce que en tant qu'agent immobilier, on s'est un petit peu adapté au marché et on est capable de conseiller les vendeurs dans un marché tel qu'il est aujourd'hui. Tiens, c'est très bien ce que tu dis, ça nous amène à la deuxième partie. Donc juste pour recentrer un petit peu la discussion, tu nous as expliqué ton parcours, tu nous as dit que tu avais ouvert ton agence, tu nous as donné 2-3 conseils.
Par contre, tu ne nous as pas parlé des formalités, notamment à l'inscription à la CCI. Tu nous as parlé de la formation obligatoire, ça c'est sûr. Le local, tout ça, si tu veux, tu peux nous raconter un petit peu. Bah ouais, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu tout cet aspect administratif avant le lancement, parce qu'on n'en parle pas assez. L'aspect administratif, donc quand on a un examen, quand on a le diplôme, il faut pouvoir être agent immobilier à son compte. De suite, c'est facile, hein, un BTS profession immobilière. Ensuite, il faut s'inscrire à la chambre, au greffe du tribunal de commerce, à la chambre de commerce et d'industrie. Il y a tout un tas d'assurances à prendre, les assurances responsabilité civile, les garanties Séquestre. professionnelles. Éventuellement ouvrir un compte professionnel et un compte séquestre si on a l'intention de garder des fonds. Tu l'as toi ou pas le compte séquestre? Le compte séquestre, je l'ai ouvert et je l'ai fermé parce que j'ai trouvé beaucoup plus pratique de donner les fonds directement au notaire. Ok. Ça influe, de faire comme ça influe sur le montant de la garantie. Et ça influe aussi sur le suivi administratif qui suit chaque transaction. Merci pour ces explications. Je vais juste te poser une autre question. On va passer maintenant plutôt sur la partie concrète, je dirais la partie sympa du métier. Combien de biens tu as vendu environ depuis que tu as ouvert ton agence? C'est une bonne question. Excellente question. À peu près à l'année. À peu près. Depuis 2016, on va dire, à raison de 2 biens par mois. Ok, c'est vraiment pas mal. J'ai vendu à peu près une centaine environ. Et alors là, les gens qui écoutent le podcast ne peuvent pas le voir, mais dans les séries américaines, tout ça, on voit beaucoup d'agents immobiliers avec des tableaux, notamment tu regarderas chez Serrant, là, ils notent sur les murs toutes les ventes que ces équipes ont faites et tout. Est-ce que toi, tu as quelque chose comme ça, un artefact où tu notes toutes les ventes? Alors, j'ai un tableau où je note les ventes. Et en fait, tous les mois, au début du mois, on fait le récap du mois précédent. Et on compare un petit peu le nombre de ventes en montant de commission ou en nombre d'unités vendues. Ok. Bon, c'est cool. Bon, moi, je t'avais booké de base pour un autre épisode. Et c'est bien parce qu'on va pouvoir faire un petit parallèle avec ça. Quel conseil tu donnerais déjà, pour démarrer, à un vendeur? Quel conseil tu donnerais à un vendeur pour vendre rapidement sa maison et toutes les maisons que toi, tu as vues se vendre et tous les apparts? C'est quoi les plus grosses erreurs des vendeurs et tu conseillerais quoi, toi, à un vendeur pour vendre rapidement? Le prix. Le prix. Le prix, c'est essentiellement ça. Les gens ont tendance à faire le calcul comme certains sites d'évaluation ou d'estimation, où en fait on prend le prix moyen d'une ville, d'un arrondissement ou d'une zone, et on le multiplie par le nombre de mètres carrés que l'on a. Et c'est souvent pas le bon calcul. Eh oui, forcément. Il faut la plupart du temps faire 2-3 estimations par des professionnels et voir ce qui est le plus près de la réalité. Souvent prendre le plus haut ou le plus bas, c'est pas forcément le bon choix, mais faire une moyenne, se tenir à ce prix-là, au moins pour une mise en marché. Eh bien, c'est bien ce que tu dis. Tu verras si tu as l'occasion d'écouter mes podcasts, mais il y avait un épisode où je parlais de ça. Et heureusement pour moi, toi, en tant que patron d'agence, ça corrobore avec ce que je disais. Et moi, je disais que j'ai eu l'occasion de former 2-3 petits mandataires indépendants et beaucoup d'étudiants. Et beaucoup passent énormément de temps à rédiger un joli texte avec de belles phrases, des envolées lyriques. Et je leur disais, mais non, l'important, c'est le prix, les photos et l'état descriptif, clairement. C'est ça. Tu es d'accord avec tout ça? Ok. Même si j'aime bien faire des textes. Non, les gens vont bloquer sur une annonce, sur les photos en premier. Et quand ils font une recherche, ils mettent une fourchette de prix. Les gens aujourd'hui, on ne peut pas les leurrer comme on les leurrait avant, hein, comme ça a eu été le cas. Les agents immobiliers sont souvent passés pour des escrocs. Pour cette raison, les gens aujourd'hui avec Internet, quand ils viennent dans une ville, ils savent exactement à quoi s'attendre en termes de prix. Ok. Bon, déjà, tu nous as bien renseigné.
Maintenant, une autre question. Est-ce que tu conseillerais plutôt le mandat exclusif ou le mandat simple? Exclusif, Exclusif. dans tous les cas. Pour quelle raison? Alors, pour une raison bien simple, c'est que le mandat exclusif crée la rareté. Le mandat, il est automatiquement dans une seule agence. Eh oui. Le vendeur a ses intérêts qui sont défendus par l'agent immobilier. L'agent immobilier va défendre le bien, va avoir le pouvoir de dire non à un acheteur qui fera une offre un peu basse. C'est vrai que ça. T'as raison, parce qu'on voit souvent parfois, je le disais, on voit souvent parfois 10 fois la même maison avec des prix différents, des commissions différentes. On perd en crédibilité, enfin, je veux dire. Oui. Puis dans ce cas-là, de toute façon, l'acheteur va aller voir une des agences, il va dire qu'il a vu le bien à tel prix dans telle agence. Eh oui. Et en fait, l'agent immobilier, pour vendre le bien, va défendre l'acheteur, auprès du vendeur. C'est-à-dire qu'en fait, il va vouloir que son offre passe avant que quelqu'un d'autre vienne. Bon. Eh ben, merci pour ces conseils. Et maintenant, pour un acheteur, tu conseillerais quoi? Un jeune qui débute, qui veut acheter son premier bien, il achète quoi? Combien? Et où? Quelle typologie de ville? Quoi? Il achète quoi? Ça va dépendre. Est-ce qu'il veut investir ou est-ce qu'il veut y habiter? Non, prenons un jeune qui veut investir, qui a une stratégie patrimoniale, je dirais, de base. Il veut se créer un patrimoine dans le temps. Il a un salaire entre 1600 et 2000 euros, c'est la grosse moyenne à ce jour. Célibataire, sans enfant. Il veut démarrer l'investissement. Qu'est-ce qu'il fait d'après toi? Est-ce qu'il fait comme on lui vend du rêve sur YouTube, là, il achète 10 000 parkings ou des garages ou qu'est-ce qu'il fait? Ou est-ce qu'il est plus raisonnable d'après toi avec ta sage expérience? Il fait quoi? Alors, les parkings, c'est pas inintéressant. Ah, eh ben, tu fais bien de nous le dire. Explique-nous. Un parking ou un garage, en général, dans une copropriété, il n'y a pas beaucoup de frais, il n'y a pas de risque de dégradation et le prix est genre. Il est plus facile d'avoir un retour de 10% de rentabilité brute sur un parking ou un garage que sur un appartement. Qu'un appartement, il va y avoir la vacance quand le locataire s'en va, Oui. mais il peut y avoir des réparations. Il y a des normes qui font qu'aujourd'hui, on est obligé Oui, on en parlera. de faire attention aux dépenses énergétiques, etc. etc. Le partout, c'est pas forcément les garages, c'est pas forcément une mauvaise idée. Maintenant, en règle générale, ce que je conseille à un investisseur jeune, c'est de choisir une ville dynamique. C'est quoi une ville dynamique? 30, Une ville 50 dynamique. habitants? Non, c'est pas forcément ça. Une ville dynamique, ça peut être une ville où il y a, par exemple, des universités, des écoles. Une ville où il y a une industrie ou une entreprise de nouvelles technologies, des trucs où ça bouge, où les gens ont besoin de louer un appartement. C'est souvent le cas, en principe, dans les villes universitaires. On va prendre Aix-en-Provence, Montpellier, Toulouse. C'est des villes où acheter un studio, c'est forcément rentable, puisqu'aujourd'hui, les étudiants, quand ils louent un appartement, ils le louent souvent pour 3 ans, voire plus. Il y a des garants derrière, donc il n'y a pas trop de risques derrière. Il y a des villes comme Saint-Étienne, qui a priori ne sont pas des villes très attractives, mais où vous avez des entreprises. On n'est pas très loin de Lyon. On n'est pas très loin de Clermont-Ferrand. Ça bouge beaucoup et la rentabilité est bien meilleure que sur d'autres villes plus grandes. Oui, alors c'est vrai que Saint-Étienne, c'est pas sexy, mais c'est vrai. C'est très rentable. On en voit de plus en plus de gens qui investissent sur Saint-Étienne. Je sais pas pourquoi il y a eu un mouvement de foule. Il y a eu des groupes qui se sont formés exprès pour Saint-Étienne. Et tant mieux, si ça marche, c'est bien. Mais oui, effectivement, il y a des villes similaires à Saint-Étienne dans lesquelles on peut investir. Et je te rejoins sur les étudiants. Nous, sur nos biens, on a des étudiants. Ça marche bien. Par contre, c'est un peu bordélique. C'est un peu compliqué à gérer parfois. Ça oublie les rendez-vous, ça oublie de payer les loyers. Mais bon, avec des garants ou le dispositif Visal, ça va, on s'en sort. Tu vois, mais c'est pas... Enfin, je préfère les personnes célibataires d'un certain âge. Je trouve que c'est plus calme. C'est un peu plus rare, mais c'est plus... Mais je te rejoins. Oui, non. Après, les retraités, c'est aussi une catégorie de personnes à choyer parce que, oui, c'est des gens qui payent leur loyer en priorité, qui en général ne déménagent pas beaucoup. Ils ne vont pas en discuter. Voilà. Après, c'est aussi une autre catégorie de gens où la rentabilité ça risque d'être un petit peu moins élevée, mais sur le long terme, c'est tout aussi sympa. Ok. Bon, merci pour tes conseils sur les acheteurs et les vendeurs. Je pense que ça va servir à la communauté. Pour revenir sur ton agence, c'est quoi la plus grosse com que tu as pris ici?
60 000. 60 000. C'est génial. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont fait un petit bond de leur chaise quand on leur a vendu le rêve. Et là c'est concret, puisque j'ai entièrement confiance en toi. Et enfin, je sais que tu ne mentirais pas là-dessus, donc c'est génial. Et je suis sûr que ça va faire plaisir à plein de monde et ça va motiver plein de gens. Tu vas te retrouver avec plein de confrères. Ah ouais, 60 000. Et c'est quoi le bien le plus cher que tu as eu à la vente? Même si tu l'as pas vendu, le plus cher. Le plus cher à la vente, ça a été un bien à 2,3 millions. Ok. Dans la région, là. Oui, 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 dans la région. Eh ben, c'est... Et est-ce que tu as l'habitude de faire de l'interagence ou pas? Est-ce que c'est nécessaire quand on démarre dans l'immobilier, qu'on ouvre son agence ou pas? Est-ce que Est-ce qu'il vaut mieux faire 0 ou la moitié d'une commission? la moitié d'une commission, évidemment. Donc oui, je fais de l'interagence avec tous ceux qui sont susceptibles de faire de l'interagence avec moi. Bon, eh ben, tu as collaboré avec Sotheby's, je crois, à une époque aussi? Sotheby's et puis d'autres agences. Oui, toutes les... Ok. Oui, parce que toi, tu as aussi une clientèle très particulière, donc voilà. Yanis, pour finir, parce que ça y est, on arrive sur la limite de mon épisode, ça, on ne dépasse jamais les 35 minutes. Avec ton background, si tu regardes en arrière, c'est quoi les erreurs que tu as faites qu'il ne faudrait pas faire pour aider les futurs auditeurs qui sont tes futurs confrères et consoeurs? C'est quoi les erreurs que tu as vues et qu'il faudrait éviter quand on démarre, quand on ouvre sa boîte? L'humain, L'humain. c'est à la fois une force et un handicap. Si c'était à refaire, tu démarrerais tout seul? Pas nécessairement, mais je ne prendrai pas les mêmes personnes. Ok. Et le local, tu le prendrais tout de suite ou tu le prendrais pas tout de suite? Quand on démarre, on peut démarrer de chez soi ou d'un bureau partagé. Ah oui, l'espace de coworking. L'avantage, c'est de démarrer quelque part où on peut recevoir du monde. Démarrer en indépendant, c'est pas mal, mais toutes les agences indépendantes comme Capifrance, IAD, etc., aujourd'hui, ont des locaux où ils reçoivent du monde. Parce que recevoir quelqu'un qui veut vendre sa maison 600 000 euros au Starbucks du coin, Oui. c'est pas forcément conseillé. Ah oui, forcément, Il vaut mieux qu'on ait... l'essentiel, c'est d'avoir l'air professionnel. bien sûr. Non mais oui, mais à l'ère du digital nomade, c'est bien que tu le précises. C'est important. Surtout quand on vend des biens aussi chers que ce que tu as eu. Enfin, je pense que c'est bien, c'est rassurant d'avoir des locaux. Évidemment que c'est bien d'avoir des locaux. Il y a d'autres erreurs que tu as faites, que tu pourrais conseiller aux jeunes, enfin qu'ils les évitent. On en fait tous les jours des erreurs. Est-ce qu'il t'est arrivé, je sais pas moi, un défaut de papier qui t'aurait fait annuler une vente, par exemple? Défaut de papier? Un DPE manquant, Non, pas forcément. une boutade sur un mesurage. Contre une erreur sur une annonce où on n'a pas forcément le mesurage et on peut par exemple prendre les mots du vendeur pour argent comptant, où le gars vous dit ça fait 50 mètres carrés et en fait quand on mesure, plus tard on se retrouve avec 45 mètres carrés, il manque 5 mètres. Ah oui. Et le gars qui vient pour acheter, il sait nous le faire remarquer. Ah oui, ça fait du 10%, ouais. Si c'est le contraire, c'est différent. Oui, bien sûr. Non, mais c'est bien, ok. Yanis, ça m'a fait plaisir. J'ai passé un bon moment avec toi. Je suis content. Je sais que tu étais un peu stressé, mais ça m'a fait plaisir. Puis je vous dis à bientôt. Je vous dis à dimanche prochain. On a passé un très bon moment tous ensemble. Ciao.